Alors, chers amis, bonjour à mes amis ici présents, bonjour à ceux et celles qui vont nous écouter après enregistrement de cette vidéo. Cette vidéo, la discussion est-elle un stoppage? Pour rappel, nous avions une soirée repas autour du stop signal, du stoppage, il y a quelques mois déjà, et Serge a posé une question après avoir dit la décision est un stoppage. Quelques mois plus tard, il m'a dit, mais est-ce que la décision est vraiment un stoppage? Est-elle toujours un stoppage? Et c'est là que j'ai proposé que nous ayons donc la rencontre de ce soir pour précisément nous poser la question. La décision est-elle un stoppage? Alors, je vais vous présenter une vidéo qui sera en trois parties. Tout d'abord, donc, une communication mienne en deux parties, vous présentant donc ce qu'est que la littérature nous indique concernant la décision, et puis ce que nous, neurocognéticiens, avons pu, ou pouvons, ou sommes en train d'apporter au concept de décision. Et une autre partie qui sera donc une partie de discussion entre amis avec ceux et celles qui sont là présents, donc Amaury, Serge, Aurélie et Stéphane, pour évidemment réévaluer, développer ce que j'aurais pu dire. Alors, juste un mot de méthodologie. J'ai choisi un dictionnaire, une encyclopédie qui n'est pas toujours appréciée. Je sais qu'il y a certaines universités qui n'ont pas toujours été de grandes universités, où les étudiants commencent par nous avons décidé d'étudier ceci. Bon, là, nous, alors que c'est moi-je. Et donc, ces gens-là m'ont eu dit, ah, mais moi, je ne consulte jamais cette encyclopédie-là. Je consulte les encyclopédies encensées. Alors, juste un mot pour dire que lorsqu'on a une information encensée dans un dictionnaire, souvent il y a des histoires, je vais y venir, d'argent. Et oui, les mots n'apparaissent pas toujours tout seuls. C'est un peu comme les revues à comité de lecture, il faut payer. D'autre part, c'est souvent petit comité ou tout petit comité, alors ça il faut le savoir aussi. Et enfin, eh bien, ce n'est pas toujours adapté à la situation de maintenant. Donc l'encyclopédie que j'ai choisie, et dont je vais vous lire des extraits, c'est Wikipédia. Alors Wikipédia, disais-je, beaucoup attaqué, mais sur le plan scientifique, eh bien, premièrement, nous avons donc parfois j'ai vu jusqu'à 13 ou 15 personnages qui sont parfois des étudiants, parfois des professeurs d'université qui relisent, qui donnent leur avis. Ensuite, c'est gratuit, c'est bénévole, ça veut dire que c'est pas la course après l'argent, mais la course après la passion, des gens passionnés. Et enfin, dirais-je, c'est important aussi à mentionner, c'est toujours réactualisé. Alors, j'y arrive. Donc, une petite dizaine de pages, une petite dizaine de titres. Et donc, mon petit titre premier, ce sera la décision, point de suspension, automatique. Alors, au niveau étymologie, c'est decidere, trancher, ou bien caedere, couper en latin. C'est important. Donc, la définition, c'est un acte volontaire à l'issue d'une délibération consistant à trancher entre plusieurs possibilités pour en choisir une. Référence à Aristote, Éthique à Nicomate. Le contexte. Alors, le contexte sont au niveau de ces éléments de décision, les influences émotionnelles, les émotions, les passions, les intellectuelles, les cognitions ou la cognition et la raison. Donc, il y a derrière cela souvent un contexte incertain, voire certain. Intéressant à noter, évidemment. Alors, la conscientisation, je vais y revenir après, parce que la neurocognitique apporte un plus à ce domaine. Mais au niveau donc de l'encyclopédie des dictionnaires, pour l'instant, degré de conscience de la situation. Voilà ce qu'est la décision dans l'acception actuelle. Exception donc travaillant sur des individus qui fonctionnent au stade 1 de veille, ça fonctionne en eux, je décide, voilà.
J'y reviendrai peu à peu, bien sûr. Comparativement, nous évoquerons après les individus passant à un stade 2, voire un stade 3 de l'état de veille. Et là, eh bien, il y a une prise de conscience de soi en train de décider, ce qui peut changer beaucoup la donne. Alors, mécanisme, le processus décisionnel, donc au stade 1 de veille, disais-je, consiste en trois parties: une collecte d'informations, une analyse de celle-ci et une sélection. Sélection, donc, c'est-à-dire une prise de décision. On va revenir aussi sur la notion de prise de décision. Alors, il y a des causes d'erreur dans la notion de décision, les biais cognitifs et affectifs, les prises de décisions individuelles et collectives, qui peut changer beaucoup, et puis aussi, bien sûr, les décisions qui sont de nature dictatoriale ou démocratique. Alors, venons-en à la prise de décision. Donc là, je prends un article de Wikipédia, prise de décision. Processus cognitif complexe, différent de la réaction instinctive visant à effectuer un choix parmi différentes altérations. Alors, la décision n'est pas nécessairement exprimée, mais elle doit être consciente. Point de suspension. Dans certaines situations où l'on ignore les informations fondamentales, l'intuition permet la prise de décision. Fin de citation wikipédienne. Rappelons-nous des expériences de Benjamin Libet au début des années 1980. Maintenant, ou montrant plus exactement, et maintenant ensuite, qu'un potentiel de préparation s'active chez les volontaires en moyenne 550 millisecondes avant qu'ils effectuent un mouvement corporel. Donc l'électroencéphalogramme prouve que la décision est prise par notre cerveau avant que nous prenions la décision, avant que quelqu'un nous dise « je décide de, je prends la décision de ». Maintenant, un petit mot sur la conscience. Je vois et je nomme. R d'analyse de niveau supérieur, parce que si c'est simplement je vois, on est sur la notion de conscience de. Dès que je commence à avoir je vois et je nomme, je commence à analyser plus profondément, j'ai conscience de ce dont je parle. C'est plus seulement sensoriel si je vois, mais c'est aussi intellectuel. Donc ceci donne une idée de comment des connexions construisent une conscience de, donc sensorielle, inter-émotionnelle, voire inter-intellectuelle, ce que je peux ressentir ou ce que je peux penser. C'est une référence à Alain Prochiance, Université de Nantes 2021, une conférence qu'il avait donnée évoquant cette problématique de la conscience quand on prend une décision. Alors maintenant, j'en arrive à la décision non plus automatique, mais neuroconnectique, au sens, vous l'aurez compris, de neuroconnecté. Petite question, existe-t-il une voie courte et une voie longue de la décision? Comme vous le savez, nous avons dans nos cerveaux à chaque fois deux voies, parfois plus d'ailleurs, mais toujours au moins une voie courte et une voie longue. Et là, ce qui est intéressant est de se dire que la mise en mémoire, non plus accidentelle, mais décisionnelle, au sens d'intentionnel et déjà de volontaire, passant par un circuit neural impliquant nos lobes frontaux lorsque nous mémorisons dans l'objectif de ceci ou cela, serait donc un processus décisionnel qui n'est plus tout à fait automatique. Donc maintenant, j'en arrive pleinement à la décision neuroconnectique. J'ai évoqué un petit peu plus avant le degré de conscience de la situation, en référence à l'encyclopédie Wikipédia. Et nous allons maintenant nous intéresser au degré de conscience de soi, donc de conscience réflexive, soi-même prenant conscience de soi dans la situation. Donc c'est plus seulement j'ai conscience, je décide parce que avant de décider, j'ai pris conscience de la situation dans laquelle je décide.
mais c'est un jeu un peu plus travaillé qui émerge à ce moment-là, qui prend conscience de la situation, mais aussi de soi dans la situation. On parlait un petit peu avant, le domaine, évidemment, j'évoquais notamment prendre conscience de l'individu dans le collectif, par exemple, évidemment, ce qui nous amène à développer les processus démocratiques, l'écoute de l'autre, pour commencer. Il y a une décision automatique. Par exemple, le froid arrive et ça décide en moi de prendre un vêtement chaud pour m'en recouvrir. Ah, là, j'ai froid. Bon. Mais il peut y avoir aussi une décision neuroconnectique qui va utiliser une voie neurale longue. Je vais décider de me concentrer pour produire de la chaleur interne dans mon propre corps, c'est-à-dire j'ai froid, ou plus exactement, le froid jaillit dans mon hypothalamus, la région de mon cerveau qui va considérer que la température est tombée, que c'est froid, qu'il va falloir peut-être donner une réponse neuronale à ce froid neurobiologique, et là, neurophysiologique même, et là, eh bien, je peux peut-être tenter des expériences. Là, je ne suis plus tout à fait un automate. Je commence à décider, mais d'une façon consciente, mais au sens neuroconnecté. Je me dis, par exemple, quand je suis en été, le climat est très chaud, je vais prêter attention à la chaleur. Ah, j'ai chaud. Et au lieu d'être simplement un robot qui dit, oh, c'est chaud. Non, non. Le chaud est sur moi, est en moi, je vais mémoriser ce chaud. Et bien, quand j'arrive en hiver, avec la glace, c'est froid, mais au lieu de me dire mécaniquement, automatiquement, je me revêt d'un vêtement chaud, non. Je vais peut-être laisser le froid me mordre, me souvenir pendant ce temps-là du chaud que j'ai emmagasiné en mémoire, la sensation de chaud, comment c'était, l'émotion de chaud, comment c'était, même je dirais la réflexion, tout moi-même à chaud, comment c'était en été, et là je la reproduis. Et là, eh bien, je peux produire du chaud. J'ai expérimenté personnellement, cela fonctionne excellemment bien pour qui s'entraîne. Alors un terme évidemment qui va intéresser spécialement Amaury, le pilote dans la prise de décision. Le conducteur de taxi va n'importe où selon les clients, le élan ici et là. Et quand on voit non plus, on observe non plus un taxi, mais une voiture de maître. Le chauffeur de maître, lui, ne va pas n'importe où. Ce n'est pas incohérent, c'est pas fou. Il va ici parce que le maître a dit je dois aller à une réunion, puis revenez me chercher pour aller déjeuner, c'est un déjeuner d'affaires qui va peut-être se terminer vers 15 heures. Après, il faudrait que vous m'ameniez à l'école pour aller chercher ma fille. Après, quand je serai à la maison, je devrais repartir à une réunion le soir. Puis ensuite, vous m'amènerez à la réunion. Donc, finalement, il y a le même zigzag qu'avec un chauffeur de taxi. Si on regarde une grande ville comme Paris, zigzag, zigzag, pareil. Mais au lieu que ce soit un zigzag d'automate qui ne sait pas trop qui va lui demander, tiens, je vais ici, non, mais je vais là. Eh bien non, on va ici, puis là, puis là-bas. Il y a non plus des réactions tactiques machinales, mais une stratégie dans une vision globale, un projet, un objectif diversifié, certes, mais même si le chemin ressemblerait ou serait même le même que le chemin d'un taxi, c'est très différent parce qu'il y a un habitant dedans. Évidemment, c'est une métaphore que vous aurez tous toutes comprise. C'est la métaphore de nous-mêmes, de nos réseaux neuronaux, qui sont soit inhabités, une sorte d'automate, ça fonctionne. Ah, mais là-bas, oh, il y a ça, on m'appelle, oh, il y a un problème dans ma vie, etc., etc. Ou bien, je cadre, je vais développer ça, 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 ça. Je m'adapte, bien sûr, mais j'ai une qualification, c'est pas la folie douce. Alors, prise de décision, les décisions non suivies d'action. Il est connu que les malheureux atteints d'autisme, schizophrénie, maladie d'Alzheimer ont des liaisons décision-action endommagées. Les connexions entre neurones de la décision et neurones de l'action sont de plus en plus déconnectées.
ils avancent qu'ils vont s'occuper d'un projet et ils ne s'en occupent pas. Pour éviter d'être ce processus interminable, disons, euh, pour éviter ces maladies, entraînons-nous par une voie que je qualifierais non plus de génétique, puisqu'en général on évoque la génétique derrière ce type de maladie, mais une voie épigénétique. C'est-à-dire que nous avons, nous, personnellement, il faut s'en rappeler, nous le savons maintenant, la capacité de modifier notre génétique. Il y a des gens, toute leur famille, mouraient à l'âge de 60 ans. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Puis on en trouve un qui a 85 ans en pleine forme. Eh bien oui, parce qu'il a modifié sa génétique, il a modifié en fait le principe. Alors je rentre dans un petit détail, mais c'est vrai que c'est important. Depuis Francis Crick, l'un des trois découvreurs avec celle qu'on avait oubliée, dont le prénom et le nom m'échappent pour l'instant, mais un des trois découvreurs donc de la double hélice d'ADN, eh bien la, 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 la grande idée, c'est qu'il avait développé ce qu'on a appelé le dogme de la biologie, c'est-à-dire une information va toujours du gène vers la protéine. On s'est rendu compte que pas toujours. Parfois, l'environnement cellulaire, mais aussi l'environnement de nous, de notre vie de tous les jours, la pluie, le beau temps, les amis, le stress, que sais-je, peut bloquer un processus génétique qui serait là pour nous détruire, et ça peut le ralentir ou même carrément l'éteindre, le mettre en repos. Donc c'est important à savoir et à prendre en compte. Donc, euh, par une voie, donc je dirais pour épigénétique, pour toujours s'en sortir, pour toujours aller mieux, eh bien il faut dater toujours nos projets. Je m'occuperai de ceci, cela et le rendrai le dossier à la date du. Et si j'ai pris rendez-vous, je ne laisse pas un mois, je change d'avis, je reste stable entre décision et action. Évidemment, tout ça nous amène, on l'aura compris, à un rapport clinique, il faut quand même l'évoquer, et non pas seulement le rapport neurobiologique et psychologique à la décision. Décision, contre-décision, à décision psychopathologique, psychiatrique ou et neurologique. Les schizophrènes et parfois les gens atteints de la maladie d'Alzheimer prennent une décision. Je vais agir ainsi. Mais le jour J, où l'action doit avoir lieu, rendre un document travaillé par exemple, le document à compléter n'est pas complété. Le schizophrène explique, vous auriez dû me le rappeler. Alors évidemment, il ignore ce que tu viens de dire. Il faudrait l'écrire sur l'agenda. Ben oui, on écrit sur un agenda, rendre ça à telle date, et puis jour J-5, on marque préparer le dossier. Mais si on marque rien ou qu'on ne lit rien, forcément, il y a un souci. Alors, la fois suivante, évidemment, on se rappelle, puis on se dit, bah, on va être gentil, on va être généreux, on va le lui rappeler. Mais là, le schizophrène, et on va en parler, c'est ce qu'on appelle double contrainte en psychiatrie, va nous donner l'information contraire. C'est-à-dire que si on ne lui a pas dit, ah bah oui, mais il aurait fallu me le rappeler. Et si on le lui rappelle, mais comment ça? Vous m'insultez, vous me blessez, je suis quand même pas un enfant de 10 ans. Bien sûr que je m'en rappelais. Mais en tous les cas, résultat, dans les deux fois, à l'issue des deux moments, le dossier n'est pas rendu. Donc je vous parlais de double contrainte, et là, ce qui nous amène à prendre conscience d'un processus assez particulier. On parle de la décision, mais il faut aussi évoquer les décideurs. En général, ce qui est bien, c'est quand il y a en nous un décideur. Et dans des maladies comme la schizophrénie, ça vient du grec schizein, verbe qui signifie découper, scinder, séparer, bien, il y a parfois deux décideurs, voire plus. Autrement dit, il y a quelqu'un qui décide, ah oui, 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 rassurez-vous, je vais m'occuper de tel dossier. Puis soudain, un autre décideur, plus tard, apparaît et dit, non, j'ai pas le temps, oh, j'ai des soucis, oh, mais ils m'embêtent les autres. Finalement, on ne s'occupe pas du dossier. Donc, il y a deux décideurs. Comment voulez-vous avoir une prise de décision sérieuse et dans notre tête, le décideur. Donc, évidemment, toujours
penser en termes de solutions. Pour éviter ce genre d'aléas, il nous faut décider non plus théâtralement, parce que finalement c'est du théâtre, de paraître pour plaire aux autres, mais il nous faut décider authentiquement, sincèrement, pour être. Et on a vraiment envie de décider. Je reviens sur les fondements de la neuroconnectique, c'est-à-dire, quand je décide, est-ce que je regarde mon agenda comme un robot ou est-ce que je me dis, si je me projetais, est-ce que je pourrais vraiment y être à cette réunion, par exemple? Et puis, je décide en me disant, est-ce que c'est un jeu pour plaire à un tel ou tel autre, parce qu'un tel sera là ce soir-là, ou bien parce que tout moi-même se dit intellectuellement, motivationnellement, corporellement même, c'est bon, je sais que j'y serai. C'est important, c'est un peu plus long, c'est une voie longue, je l'ai dit. Donc voilà, donc à vous, mes amis, euh, la prise de parole pour évoquer votre compréhension et expérimentation de la décision afin d'éclairer ceux qui nous écoutent dans cette vidéo, mais juste avant, évidemment, un petit mot de la fin, une conclusion personnelle pour répondre à la question. Donc, le stoppage, la décision est-elle un stoppage? Oui, la décision issue d'un neurofonctionnement neuroconnecté est un stoppage. Non, la décision prise avec un seul de nos réseaux neuronaux ne nous inhibe pas, ne nous stoppe pas, mais pire, poursuit un automatisme décideur entre guillemets. La décision qui nous stoppe est celle où quelqu'un en nous ne décide plus à la légère, mais décide en pensant sérieusement quoi, quand, comment, avec qui, pourquoi, pourquoi. Et donc, c'est une décision de l'être authentique. Ma communication est terminée, à vous la parole. Stéphane, Oui, je veux bien intervenir à chaud, même si j'y ai un peu réfléchi. Ce qui me semble important dans ce que tu as dit, c'est par exemple la question de la préférence et de l'importance. C'est-à-dire que par exemple, tu as imaginé un individu qui, mettons, a des tendances schizophréniques, si j'ai bien compris, avec une difficulté à mettre en œuvre une décision qu'il a prise à un moment donné, mais cet individu a aussi le droit de changer d'avis. Et donc, j'ai l'impression que ce qui est important dans ce que tu as dit, c'est la différence entre préférence et importance. C'est-à-dire que quelque chose peut être important, par exemple, collectivement. Si par exemple un pompier, ne branche pas sa lance à incendie à la pompe, il comprend bien que les effets, ça va être, le fait de ne pas éteindre l'immeuble, donc il a une conscience, je dirais qui est quelque part animée non pas par une préférence, peut-être qu'il préférerait, ce matin-là, à 5 heures du matin, rester dans son lit et ne pas aller avec ses collègues éteindre le feu. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a en nous deux êtres. Un être qui est plus, on pourrait dire un être individuel qui est formé par des préférences, des appétences, des oui, des mémoires qui le font agir d'une certaine façon. Et puis de l'autre côté, un être un peu plus, collectif, donc qui est plus neuroconnecté à des enjeux collectifs et que, en tout cas moi dans mon vécu, de mon introspection personnelle et de ma réflexion, j'ai ce type de, entre guillemets, «de dualité» qui apparaît et donc j'arrive dans une décision qui est de peser, bah, mon mes préférences par rapport à une importance d'une action dans une situation particulière et contextuelle. Et ça bouge. C'est-à-dire que le personnage qui, par exemple, décide quelque chose à 2 semaines, peut-être que, au moment où il a sa réunion, peut-être qu'il a un problème familial et donc à ce moment-là, il ne peut pas assumer ce sur quoi il s'était engagé,
3 semaines avant parce que le contexte change et donc ça l'amène à restructurer les éléments qui posent une décision plutôt qu'une autre en allant peut-être de la préférence ou de l'engagement qui était résultat d'un contexte à un engagement qui change dans un autre contexte parce que les ordres de priorité ont changé. Et donc il y a bien le rôle à la fois je dirais de l'individu, mais aussi du contexte et aussi peut-être d'une responsabilité collective si on prend par exemple le pompier qui intervient à 5 heures du matin pour sauver 50 personnes dans un immeuble. Mais après, ça peut être beaucoup plus large parce que plus la connaissance est vaste, plus finalement on peut s'apercevoir qu'une décision qui est prise à court terme est peut-être une bonne décision à court terme, mais très très mauvaise à long terme. Enfin, voilà, c'est un peu ma, ma réflexion par rapport à ton intervention. Alors, merci Stéphane de ce que tu dis, qui enrichit le propos. Alors, je retiendrai quand même trois pistes et ça me paraît important. Alors, la première, oui, au niveau individuel, on est je. Mais quand on est dans un groupe, même quand on est avec un seul interlocuteur, on n'est plus avec moi-je. Donc là, il faut avoir le nous, il faut dépasser l'égoïsme, il faut rentrer dans l'altruisme, et c'est l'âge adulte, on va dire. Et là, forcément, on prend conscience qu'on doit, comme tu l'as dit, tu as employé le terme de responsabilité. Et oui, on est responsable devant l'intérêt collectif. Par contre, évidemment, comme tu l'as souligné, on peut avoir un souci, comme tu viens de le dire, par exemple, un souci de famille, de dernier instant. Alors ça, oui, je retiens le souci de famille, mais par contre, là, il y a deux postures à adopter. Le schizophrène, il est dans sa tête, comme l'autiste, en fait, c'est moi, 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 moi. Je ne sais même plus que les autres existent. Je ne sais même plus qu'il a pris une décision. Alors que l'individu, on va dire sain, va dire, oh là là, j'ai un vrai problème, je vais communiquer. Combien de gens m'ont communiqué dans la vie, et même parfois, comme là ce soir, on est quelques-uns, tous les inscrits sont venus, mais quelqu'un qui ne peut pas venir, qui m'a dit je viendrai, va se dire, bah, si on dit tous je viens pas, ça va être un peu gênant pour lui, mais si personne ne dit je viens pas, et que le pauvre Danfield se retrouve là, et personne, c'est un peu triste hein, quand même. Bon, donc l'important c'est de communiquer évidemment rapidement. Et puis enfin, alors quand tu as évoqué la notion de court et long terme, oui, c'est évident que ça change en nous. Si le projet il est sur 20 ans, quand tu es tout jeune, tu as envie de oui, je manifeste que je suis pour ça, 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 ou je ne sais pas, ou contre si, si, si. 20 ans plus tard, tu as eu le temps de mûrir et tu te dis bon, bah, je reprends d'ailleurs une petite parenthèse, mais chapitre 5 ou chapitre 6, je ne sais plus de mémoire, euh, du mal français d'Alain Perfit, qui explique qu'il était, en tant que diplomate et ministre, s'était retrouvé dans le général de Gaulle, il lui disait, mon général, c'est un tel qui a causé tel problème, et puis tel autre problème, et là, et finalement, le général dit, mon jeune ami, euh, non, ce ne sont pas les gens qu'il faut blâmer, ce sont les circonstances. Et s'il y avait d'autres circonstances, d'autres gens seraient apparus. Voilà. Et c'est à ce moment-là que, justement, on peut se dire que oui, tu as raison. Quand on est sur un projet de 20 ans, on peut changer. C'est tout à fait louable, acceptable, humain, évidemment. Mais là encore, communication. C'est pas l'hospitalisation psychiatrique. C'est l'opposé qui s'appelle la communication. Je communique pour dire, chers amis, au bout de 20 ans, j'aime bien vous suivre, mais j'ai plus envie de partager. J'ai d'autres ambitions, d'autres joies. Bien, je suis tout vieux, je suis fatigué. Laissez-moi mourir en paix. Enfin, voilà. Je voudrais rebondir là-dessus. En fait, je pense que dans le contexte du stoppage en neuroconnectique, il y a le stoppage que je qualifierais de actif, donc je prends la décision de stopper, et il y a l'interruption qui va créer on va dire, qui va être immédiatement suivi d'une décision d'utiliser l'interruption comme un moyen de stoppage et de dire, tiens, je vais attraper telle neurofonction puisque je viens d'être interrompu. Sur la durée, en fait,
C'est un petit peu le stade 1 ou 2 ou 3. Soit au stade 1, on laisse complètement l'environnement prendre le contrôle, auquel cas, effectivement, c'est plus des interruptions qui créent un stoppage plus qu'une décision active, alors qu'au stade 2, il y a probablement, comme nous étudiants en neuroconnectique, une envie de régulièrement stopper pour entraîner le jeu à prendre le contrôle ou à piloter la machine. Donc une décision qui est prise, moi je vois la décision neuroconnectique presque instantanée, c'est de la milliseconde. Et on répète ça régulièrement, parfois plusieurs fois par minute ou parfois plusieurs fois par jour, sur une durée où le cas que tu expliquais, on prend une décision de se retrouver dans 2 semaines et la personne ne se présente pas. On n'imaginerait pas que un étudiant en neuroconnectique formé ne se stoppe pas pendant 2 semaines. Donc, il y aurait probablement des stoppages actifs qui permettraient d'identifier, par exemple, un problème. Je pourrais pas venir. Ou alors, il y a une interruption, j'ai eu un accident ou un de mes enfants est malade, ça vient de nous tomber dessus. À ce moment-là, effectivement, là, je dirais, il y a une interruption suivie d'une décision et donc d'un stoppage qui va justement articuler sur une branche. Ben, je décide d'y aller ou je décide de pas y aller. C'est comme ça que je le verrai. Oui, Serge. Oui, alors je voulais aussi rebondir sur ce que vient de dire Amaury. Et en termes neuroconnectés, une décision, donc un arrêt, un stoppage, c'est aussi un rappel de soi. Donc, alors évidemment, pour des comme moi je pouvais l'être il y a 20 ans, pour des individus qui ne travaillent pas, la neuroconnectique, donc qui ne sont pas, qui se sont pas lancés, engagés dans cette discipline. La décision, elle est ce que tu as pu mentionner, avec ses hauts, avec ses bas. Tout va dépendre de l'individu, tout va dépendre aussi de son conditionnement. Donc, il y a des individus qui sont conditionnés quand ils prennent un engagement, parce qu'ils ont été conditionnés de manière familiale à tenir l'engagement, par exemple, l'engagement d'un rendez-vous. Donc, ils ont été éduqués pour ça, donc ils suivent ce que leur a dit papa, maman. Voilà. Donc, mais en neuroconnectique, c'est un stoppage rappel de soi. C'est ce que je voulais Ajoute. ajouter. Alors, justement, par rapport à ce que dit Serge, et je dirais parfaitement complémentaire à ce que disait Amaury. Par contre, Amaury, tu évoquais la situation passive, la situation active. Et récemment, Aurélie m'a envoyé donc, un texte qui présente donc son travail de recherche pour rédiger un article pour le prochain livre collaboratif. Et Aurélie, tu évoquais justement cet aspect actif. Alors, je ne t'ai pas répondu tout de suite parce que j'attendais ce soir pour vous lire un tout petit extrait de mon propre texte pour le prochain livre de neuroconnectique collaboratif, un texte où j'ai essayé d'explorer, puisqu'on évoquait le stade 1, le stade 2, voire le stade 3 de veille, j'ai essayé d'explorer le stade 4, un stade où on arrive à maintenir. On s'aperçoit que là, on utilise une mémoire à ultra court terme qui se connecte à une mémoire à long terme. Donc, quand on rentre vraiment dans le détail, c'est très, très impressionnant, le mécanisme qui permet d'avoir des prises de conscience qui durent. Ah, tiens, je me rappelle de moi, j'ai un rappel de soi, puis hop, ça s'efface. Non, je vais pouvoir le ramener. Mais comment je vais pouvoir le ramener? Donc, je vous lis un tout petit extrait de ce que j'ai écrit. Je me disais que ça peut être intéressant pour en discuter. Au stade 4 de veille, la présentation à nouveau, la mise au présent renouvelée, la représentation de ce qui a été mémorisé dure longtemps, des millisecondes, puis des secondes, des minutes, des dizaines de minutes, non pas simplement parce que le processus de stade 2 serait plus fréquemment répété, volontairement puis intentionnellement, mais parce que lorsque le processus de mémorisation est actif, ce n'est plus une mise en mémoire accidentelle, mais décisionnelle, passant par un circuit neural impliquant nos lobes frontaux, lorsque nous mémorisons dans l'objectif 2, entre guillemets,
tel ou tel but à atteindre, tel ou tel projet à concrétiser, nous activons en passant par le rappel de soi, connexion avec nos neurones préférentiels, avec moi, notre mémoire à ultra court terme et notre mémoire à long terme. Voilà, je voulais juste vous enrichir de cette petite réflexion. Et évidemment, je vous laisse rebondir sur ce qui a pu être dit dans ma petite communication, sur ce qu'ont dit Stéphane, Amaury ou Serge. Et puis, Est-ce que tu parles d'un stoppage dans un but de mémorisation, c'est-à-dire au lieu d'un stoppage pour capter les neurofonctions, tu parles d'un stade 4 qui va, en fait, qui est dépendant d'une capture à un moment donné précédent le stade 4, où je vais, dans le moment présent, être actif dans la mémorisation de ce qui se passe autour de moi ou de je, pour que dans le futur, je puisse être représent dans cette scène. Est-ce que c'est ça que tu viens de décrire? non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai que là, bah, si tu veux, c'est pour, enfin, si tu veux, même si tu ne veux pas, on est en phrase automatique. Euh, J'évoquais un peu avant, dans ma petite communication, la notion de théâtre. On ne se rend pas compte à quel point, en nous, ça joue des théâtres. Par exemple, quelqu'un qui est en difficulté, qui n'arrive plus à se débrouiller dans ses affaires, qui est un peu chaotique au lieu d'être organisé, va dire ah, je suis fatigué, ah, mais vous ne comprenez pas, moi je souffre beaucoup. Il va se fabriquer un théâtre. Et donc, c'est pareil, on peut considérer qu'il y a un processus derrière chacun de nous qui est en représentation, c'est théâtral. Et par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de considérer qu'on va se présenter à nouveau, se représenter. Et là, ça veut dire aussi revenir au moment présent. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, je ne détaille pas tout ce que j'ai écrit là-dessus, c'est plusieurs mois de travail, mais grosso modo, je me suis rendu compte que notre mémoire de soi, le rappel de soi, était très court. Il arrive, il disparaît, il arrive, il disparaît. Et quand on veut le prolonger, souvent il se coupe. Mais pourquoi? Parce que en soi, nous ne sommes pas en quête d'eux. Pour répondre à ta question, on est inactif, on est passif. Oh, ça me tombe dessus comme la pluie. Alors qu'au bout d'un moment, on se rend compte que c'est un effort à fournir pour passer du stade 3 au stade 4, pour arriver à ce que lorsqu'il y a donc ce présent remémoré, d'ailleurs le titre d'un livre de Gerald Edelman, neurobiologiste très célèbre, eh bien oui, il y a un présent remémoré, on va pouvoir se dire, là j'étais présent, mais c'est pas j'étais présent, non, c'est je suis présent, j'ai perdu, mais je reviens, je retiens, je garde, je représente à nouveau, je présente à nouveau ce moment présent. Je sais pas si ça te répond correctement. Moi, j'ai pas tout à fait perçu la différence entre l'aspect court terme et l'aspect long terme. Est-ce que, par exemple, tu veux dire que en se reconnectant à une émotion, dans un moment où tu avais fait cet effort d'être actif pour conscientiser la situation, à ce moment-là, il y a un pont qui s'établit entre, l'instant présent et l'instant passé, qui a été mémorisé avec un effort d'être présent à la fois, émotionnellement, conceptuellement et affectivement. Est-ce que c'est ça ou je Alors, je j'ai du mal à comprendre, en fait? alors Excuse-moi, hein. oui, oui, j'entends bien ton questionnement. Alors déjà, bon, comme vous le savez tous, dans notre premier livre collaboratif de 2023, j'ai annoncé en quelques petites pages que j'allais travailler sur une mémoire à ultra court terme. Mmh. Posant la question, serait-ce une troisième mémoire, après celle à long terme et celle à court terme? Et je me suis rendu compte, toujours par des expériences, mais je ne vais pas tout vous livrer avant la publication, mais bon, que ce qu'on appelle mémoire de travail pourrait se décaler dans certains cas, pas uniquement, alors on s'est rendu compte qu'en vieillissant, on peut avoir moins de mémoire de travail, un décalage. Bon, mais ça, c'est un espacement, c'est le vieillissement. Mais là, non. En travaillant sur nous-mêmes, on peut avoir un mécanisme de processus de mémoire de travail
qui s'installe dans la mémoire à ultra court terme. C'est-à-dire, j'ai conscience de moi maintenant tout de suite, à la seconde. C'est pas, j'ai compté jusqu'à 7 et puis non, c'est pas une mémoire à court terme, c'est pas une mémoire de travail dans la mémoire à court terme, mais s'installe peu à peu une mémoire de travail dans la mémoire à ultra court terme. Or, la mémoire à ultra court terme, quand il y a une mémoire de travail, nous permet d'arriver au stade 3 de veille, si je symbolise ce que je veux dire, je schématise plus clairement. Mais par contre, pour que ça puisse durer, il faut en appeler un autre processus mnésique. Un processus, c'est comme les jeux de potentialisation à long terme, en termes justement de neurophysiologie. C'est-à-dire que les connexions entre neurones vont permettre justement de s'intensifier, ça va revenir souvent, ça va durer plus longtemps, et au bout d'un moment, on va pouvoir structurer une information de type mémoire à long terme. C'est-à-dire, je me rappelle que j'ai pu être conscient de moi pendant, allez, 5 secondes, 10 secondes, et non pas 10 millisecondes. Waouh! Donc ça rentre en moi comme la possibilité de me rattacher au niveau de la prise de conscience de moi une fraction de seconde à je vais maintenir une conscience qui va durer plus longtemps. Je ne sais pas si ça t'éclaire un peu. J'essaie de moi-même être à peu près clair. Si j'essaie de prolonger ce que tu dis, est-ce que par exemple, quand on parlait des cascades et que on prend une décision de stoppage, on attrape une ou plusieurs neurofonctions et quand on maintient, enfin moi, ce que j'ai pu auto-observer, c'est que au moment du stoppage, que ce soit actif ou passif, il y a toujours en fait, on étend le champ d'attrapage, je dirais, j'ai pas le vrai mot, je suis désolé. On commence à attraper ce qui est environnant et c'est un peu comme aller du centre de l'oignon vers l'extérieur de l'oignon, c'est-à-dire on commence à connecter et en tirant le fil de la pelote de laine. Est-ce que ça, par exemple, c'est un exemple de la- maintenir l'attention ou la présence sur soi et qui permet d'avoir un stoppage finalement de plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, où je maintiens cette auto-observation en disant, voilà, je vois au loin, je connecte la neurofonction du message audio, à ce moment-là, je me représente une mémoire intellectuelle ou une mémoire émotionnelle, visuelle ou éditive, et je garde cette présence de soi. Est-ce que c'est un bon exemple? Alors, ça l'est grandement, oui, parce que tu es en train de marcher, par exemple. On va prendre déjà ce qui est corporel, moteur, simplement. Tu es en train de marcher, on te stoppe. Là, forcément, comme tu viens de le dire, là, tu réalises que tu étais en train de marcher, tu réalises que tu marchais à cet endroit-là et pas à cet endroit-ci, à telle vitesse, telle allure et pas à telle autre, que ton corps était tendu vers ou pas tendu, ou relaxé ou très contracté, etc., etc. Donc oui, il y a plein d'informations qui vont venir, comme tu dis, environnantes, qui étaient complètement ignorées. Quand tu as le stoppage, alors sur le plan intellectuel ou émotionnel, ce que tu viens de dire, c'est pareil. Bien évidemment, même prise de conscience environnante, on comprend mieux, on se situe mieux. Finalement, c'est un processus de situation de soi. Bon. Donc oui, là, on est tout à fait devant un stoppage qui va nous amener à comprendre, c'est un peu d'ailleurs même le travail actuel d'Aurélie, mais ça a été aussi à la base des travails de Sou, mais même de Carole, sur les neurones de lieu, puis sur les neurones de concept, puisqu'on y revient, et Aurélie qui est sur un travail de plus en plus intéressant dans le domaine, mais c'est ça exactement, c'est-à-dire que quand je prends conscience que je suis dans un espace donné et que j'ai conscience de moi dans l'espace donné, j'ai ce rappel de moi, on parlait ça il y a quelques minutes, eh bien oui, j'ai conscience de moi dans cet espace donné. Mais si jamais le téléphone sonne, on m'annonce un décès, c'est épouvantable, oubliez moi-même. Mais par contre, si je me replace plusieurs fois dans le même espace donné, avec le même rappel de soi et même la demande de rappel de soi, et finalement, oui, le processus, alors tu cherchais un mot pour attraper, on pourrait dire pour capturer, bien, ce processus de capture s'installe de plus en plus.
Après, il y a plusieurs paramètres extérieurs à nous qui nous aident à nous rappeler et à maintenir le rappel. Moi, maintenir entre guillemets, en réalité, on sait très bien que là, enfin, je citais Gérard Edelman, c'est le premier à expliquer que la conscience, c'est pas comme dans un ordinateur. C'est pas on allume le bouton et la mémoire se réactive. On doit reprendre mémoire de soi et donc reprendre conscience de soi à chaque matin lorsqu'on se réveille. Et quand on est dans une situation donnée, si on te dit demain il y a la guerre, il faut aller crapahuter, et même si tu sais crapahuter dans la boue avec un barbelé au-dessus, par exemple, comme on a en entraînement militaire, eh bien, oui, tu vas peut-être te dire je sais, mais je ne sais plus. En fait, je sais dans ma mémoire à long terme, mais dans tout de suite maintenant, comment vais-je pouvoir retrouver la mémoire de moi capable de vivre ainsi, la conscience de moi vivre ainsi, pour être au maximum de mon efficacité et rester vivant. Serge, oui, je vois. Ah, micro. Oui, j'aimerais parler donc du stoppage volontaire et du stoppage intentionnel. Parce que pour le moment, on parle d'un stoppage volontaire. On décide de se stopper pour redevenir soi-même, redevenir présent à son corps, à ses émotions, à ses pensées, intellectuellement, conceptuellement. Et puis, il y a aussi donc ce dont tu étais en train ce que tu étais en train d'évoquer, donc l'intentionnel, donc ce stoppage qui pourrait revenir de manière intentionnelle parce que répété des dizaines de fois pendant de nombreuses années. Et il y a aussi une nouvelle qui vient submerger un individu, et donc dans ce cas-là, le stoppage, il y a une présence qui est quand même là, une présence qui va peut-être être une présence corporelle. L'individu va être émotionnellement aussi présent à tout ça, intellectuellement aussi, mais je dirais ça va être que j'arrive pas trop à l'expliquer. Donc on reste dans un stade 2. Voilà, on va rester dans un stade 2, un stade passif-passif. Il n'y aura pas de passage à un stade 3 passif-actif. Si, si l'individu arrive à se capturer, je reprends le verbe de neuroconnectique, à se capturer dans cette configuration-là, intellectuelle, corporelle et émotionnelle. Alors, ce que tu développes, Serge, ça vient aussi avec ce que disait un peu avant Amaury, c'est aussi la question de ce qui est passif et ce qui est actif, et aussi la question de se dire comment me stopper plus souvent. Me stopper plus souvent, il y a plusieurs critères, je vais dire, intérieurs et extérieurs. Alors déjà, en effet, tu l'as dit sans le dire, mais je vais travailler dessus justement dans mon futur texte, et j'en ai parlé plusieurs fois, et c'est très important. En effet, on peut être stoppé par l'habitude de se stopper. Tiens, il a dit le mot faire. Oh, c'est pas beau, ça me réveille, et donc je vais me stopper moi-même dans ce qui se passait en moi, et je vais stopper l'autre dans ce qu'il était en train de dire. Mais par contre, il y a des moments où on peut arriver à des stoppages sur des mécanismes qui ne sont pas là. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que j'écrivais encore ces jours-ci en avançant sur mon texte, mais on se rend bien compte qu'on peut produire de nouveaux comportements dans notre cerveau, et au lieu que ce soit des comportements copiés sur les autres, comme justement on change le mode de fonctionnement de notre cerveau, on ne peut plus copier. Donc là, on ne peut plus se dire, je vais dans un groupe donné et je suis automatiquement ramené au groupe donné. Parce que le groupe donné, il est dans l'automatisme. Donc moi-même, ça me tend à tomber dans l'automatisme. La seule solution, c'est pour ça que je parlais d'intérieur et d'extérieur, et ici, face à ce processus et ce problème du rappel intérieur, du stoppage et du stoppage décisionnel intérieur, décisionnel avec peu à peu beaucoup de guillemets quand on est acculé à devoir se battre contre un problème, comme tu viens d'évoquer, qui nous tombe dessus, qui peut être immense, et bien à ce moment-là, la solution, de mon avis, c'est la solution du groupe. C'est-à-dire qu'on vient, et un peu ce que disait Stéphane en amont,
il y a ce rapport. Alors, Stéphane qui justement m'a proposé un travail de recherche pour le prochain livre en termes d'articles, en opposant des mécanismes concernant l'individu en tant qu'individu et l'individu dans le collectif. Bien là, on peut se poser en effet la question de se dire, si l'on va fréquemment côtoyer des individus qui fournissent l'effort de conscience de soi, de rappel de soi, eh bien oui, le groupe nous oblige à nous rappeler. On voit quelqu'un, et on voit que ce quelqu'un, il n'est pas comme ça, il est conscient, il est habité. Donc ça, si nous, on était pris par les soucis d'observer cet individu-là, déjà, ça nous ralentit, ça nous calme, ça nous ramène à nous-mêmes. Alors si on se retrouve avec 5 ou 6 individus de même, alors là, on se retrouve soi-même. Et plus on est fréquemment dans un groupe de cette nature, forcément, plus ça nous libère de ce qu'on trouve dans les autres groupes humains, qui sont malheureusement des automates qui s'ignorent et parfois aussi des gens qui vont avoir un moment de stade 2 de veille parce qu'ils ont un peu trop fumé ou sont allés dans un état mystique ou je ne sais quoi, mais ils ont vécu un accident tout simplement et ça les réveille, mais ça ne les réveille pas forcément longtemps. Le problème est toujours le même. Tant qu'il n'y a pas des chocs additionnels assez longs pour nous ramener à nous-mêmes, et nous-mêmes s'oublient tout le temps. Voilà. Donc à nous d'aller préférentiellement, au moins régulièrement, d'une façon ou d'une autre, comme là dans un moment audiovisuel, en 2 dimensions, en 3 parce qu'il y a du temps, en groupe avec des gens travaillant comme nous-mêmes sur cet effort de neuroconscientisation. Oui. Alors, Aurélie, qui n'a pas du tout parlé, que nous dirais-tu? Pour rebondir sur ce que vous avez dit, pour moi, pour faire la différence entre les stoppages automatiques et les stoppages décisionnels, pour moi, ça serait de comprendre pourquoi on a décidé de réaliser ce stoppage à ce moment-là. C'est-à-dire que, par exemple, parce qu'à force aussi de faire des stoppages, j'ai aussi remarqué que ça devient une habitude et c'est juste que je me stoppe. Mais sauf que je réalise pas pourquoi je me suis stoppée. Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur ou non? Et c'est vraiment quand j'essaie de réfléchir pourquoi j'ai réalisé ce stoppage. Déjà, ça me permet de retrouver mon ancienne pensée ou mon ancienne émotion. Et par exemple, peut-être que je ressentais une tension émotionnelle. Donc là, je vais me dire, OK, donc là, je me suis stoppée parce que j'ai ressenti une tension émotionnelle. Mais du coup, pourquoi? Parce que j'ai envie de la changer pour telle raison. Et c'est comme ça que je trouve que j'arrive on va dire, à esquiver cette sorte d'habituation. Oui. Alors, c'est très très bien ce que tu dis et bravo aussi pour ce que tu prépares comme article pour le prochain livre et qui va dans ce sens-là. Mais oui, ce qu'il nous faut comprendre aussi, c'est ce qu'on appelle la décision. Alors, comme je l'ai montré, on peut même avoir 2 décideurs en nous. Il y a des moments, ça devient folle dingue dans notre cerveau. C'est plus du tout un sens, mais un non-sens. Nous sommes des insensés dans ces moments-là. Mais par contre, ce qui est important, en effet, c'est de se dire que l'on peut rattacher une petite décision à une grande décision. Bah, évidemment, je reviens sur ce que disait Stéphane un petit peu au début, sur la notion de attention, j'ai pris une décision pour un grand projet, mais 20 ans plus tard, je suis d'accord avec le moi-même de 20 ans avant. Bon, bien sûr. Mais cela dit, entre les décisions pour dans 20 ans et les décisions pour dans 20 mois, il y a quand même des nuances. Donc on peut très bien se dire, je m'accroche à un grand projet, à une grande décision, et là-dessus, je vais relancer régulièrement mes petites décisions. Et là, ce que tu disais, Aurélie, oui, les petites décisions, alors le processus d'allumage, le processus de réancrage, il est très lié aussi, alors je disais, à la réponse des autres, ça c'est vrai, quand autrui correspond à ce qu'on demande, mais aussi à j'ai envie de dire, alors c'est presque un mécanisme du système de récompense, c'est-à-dire
on se dit, je voudrais me rappeler de ça, me rappeler de moi dans telles circonstances pour ceci, cela. Donc, on peut aller chercher, je le disais à l'instant, très loin. Mais au bout d'un moment, quand je me rappelle de moi, c'est comme une accumulation de tous les petits moments où je me suis rappelé de moi. Donc, ça donne une densité plus puissante, si je puis dire. Voilà. Je ne sais pas si ça te répond, ça t'aiguille un peu, Aurélie, ou si c'était déjà tout connu de toi, ce que je viens de dire. Je vais rebondir sur ce que disait Aurélie, parce que j'ai auto-observé le même phénomène, c'est-à-dire au départ, en tant qu'étudiant, les stoppages sont difficiles et au fur et à mesure, plus on stoppe la machine, plus il est facile de stopper la machine. Et il y a ce moment que je qualifierais presque de paradoxal, où finalement, on a presque programmé le... on a reprogrammé la machine pour s'interrompre malgré soi. En tout cas, c'est comme ça que je l'auto-observe. C'est-à-dire, euh, au départ, comme on crée des mécanismes de stoppage, par exemple répétitifs, moi je sais que j'avais des stoppages systématiques le matin en prenant ma douche. Et bien maintenant, tous les matins, quand je prends ma douche, euh, la machine, je me stoppe presque malgré moi. C'est-à-dire que j'ai pas pris une décision active de me stopper, mais comme ça fait maintenant, pardon, comme il y a maintenant plus d'un an, presque un an et demi que je suis étudiant en neuroconnectique, j'ai stoppé ma machine tellement longtemps ou tellement souvent à ces moments-là qu'il y a presque je dirais, ce réflexe. Tu parlais d'ancrage, ça me rappelle beaucoup un petit peu la programmation neurolinguistique où il y a un ancrage presque à ce moment-là. Et maintenant que c'est ancré, en fait, on va dire que le pilote utilise cet ancrage pour se rappeler, tiens, c'est le moment de se stopper. Et moi, j'ai ces points de stoppage dans ma journée qui sont, alors je ne sais pas si ça résonne en toi, Aurélie, mais c'était les points au moment auquel je m'étais efforcé en tant qu'étudiant, au moment où on travaillait certaines neurofonctions eh ben, sous la douche, dans les couloirs, à côté de mon travail, au moment où j'arrive au travail, il y a ces points dans le temps où maintenant, systématiquement, il y a presque un stoppage ou une répétition de stoppage tous les jours à chaque fois. Donc c'est presque pavlovien, même si c'est justement un peu l'opposé, c'est-à-dire que on prend le contrôle de la machine à ce moment-là, on se rappelle en soi que c'est un stoppage. Voilà, c'est un peu paradoxal. Je voulais partager ça avec les gens qui nous regardent. Oui, tout à fait. Ça va plus loin d'ailleurs dans le questionnement d'Aurélie, c'est de se dire finalement, tous ces stoppages, c'est plus ou moins moi qui les ai lancés, ou ça se lance en moi automatiquement, mais ça m'enferme quand même dans ma façon de me stopper. Et c'est là que ce qui devient intéressant, alors je vous parlerai légèrement du stade 5 de veille, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, on est comme connecté à l'univers autour de nous, et on va chercher nos pas, très étonnamment, nous amènent là où il va y avoir un choc, un moyen de nous stopper qui vient de l'extérieur, mais pas d'un extérieur préprogrammé, comme tu viens de le dire, on peut retrouver dans d'autres approches comportementales que celles qu'offre la neuroconnectique, entre autres. Mais là, c'est carrément, euh, on va à un endroit, mais cet endroit, on n'y allait pas d'habitude, et en y allant, on a un choc, et ce choc nous stoppe. Et ce stoppage nous oblige à prendre une décision. Je continue pas, j'y vais, ou je vais ailleurs, ou j'y vais plus tard. Voilà. Et ça revient aussi, alors j'évoquais un volet que je viens de travailler aussi pour mon article, mon grand article dans le prochain livre collaboratif, où j'évoque justement la notion, alors c'est aussi un livre qui est sorti là-dessus en 2025, très intéressant, sur la notion euh, on va dire, d'habitude. On va se dire, mais comment ça, des habitudes, des mécanismes? Alors, c'est pas une conscience, mais justement, ce que je disais un petit peu avant, c'est qu'à un moment donné, on s'aperçoit que arrivé à un stade 4 de veille, ça va être créer une nouvelle habitude, un nouveau mode de fonctionnement. Mais en même temps, pour y arriver, on va être obligé de se dire, cette habitude, je ne peux pas la prendre comme les autres habitudes dans le contexte. Ce que j'ai un petit peu dit, mais j'y reviens un peu plus précisément.
euh, dans le contexte dans lequel on vit, on prend plein d'habitudes. Et ça se prend pratiquement machinalement par neuromiroir interposé en se retrouvant avec les autres, avec autrui. Mais quand on se dit, je vais essayer de prendre comme habitude d'être conscient ou consciente de moi plus souvent, et déjà d'être conscient de moi même quand c'est pas justement ce que Aurélie disait dans le mécanisme de la prise de conscience habituelle qui se développe, comme tu viens de le dire à Maury. Bon, mais c'est toujours, on est emprisonné dans sa forme de prise de conscience, dans les moments de prise de conscience, dans les lieux de prise de conscience. Mais dès l'instant où on se dit, je m'ouvre à ce qui peut être interpellant, on m'appelle ici au moment de là-bas, je ne serais jamais allé, mais je vais y aller. Et là, ça oblige toute ma machinerie corporelle, intellectuelle et motivationnelle à se restructurer. Donc là, c'est un grand stoppage qui me tombe dessus, ou une série de petits stoppages, parfois bienvenus. Merci. C'est un livre nouveau, donc Le cerveau des habitudes, routines, automatismes, liberté, j'ai trouvé assez intéressant. Donc voilà, j'en ai tiré quelques matières. Et justement, on s'aperçoit qu'on est devant des mécanismes, en effet, qui sont automatiques, qui nous emprisonnent, qui viennent du dehors et on n'en sort plus, sauf lorsque justement nous essayons de casser, en créant justement, c'est un paradoxe, hein, parce que évidemment, dès l'instant où on se dit, je vais créer une nouvelle routine, je vais créer une nouvelle habitude, on se dit, voilà, mais comment est-ce possible? Je vais pas être un nouveau moi-même, pas possible. Dans ce cas-là, on se dit, je vais être prisonnier de la nouvelle habitude. Ah non, peut-être que je ne vais pas être prisonnier de la nouvelle habitude, parce que ça va être une habitude de me déshabituer. Oui, c'était ça la terminologie, la formation des habitudes. Et si dans mes habitudes, alors je sais que c'est ce dont on vient de parler il y a quelques instants, il y a des moments qui paraissent contraires, c'est-à-dire me créer l'habitude de n'avoir pas d'habitude, en fondant cette habitude sur des mécanismes qui me sont inhabituels, qui ne sont pas la réaction automatique de mes neurones miroirs. Oui, alors si je rebondis sur ce que tu viens de dire, en neuroconnectique, il n'y a pas d'habitude, parce que la neuroconnectique, c'est la liberté de choix, puisque tu te crées une liberté de choisir, une liberté d'être avec toi-même et de prendre une décision qui est unifiée corporellement, intellectuellement et émotionnellement. Donc il y a cette liberté. La neuroconnectique nous apporte cette liberté. Donc là, c'est plutôt une habitude de créer cette liberté Ouais, et c'est de ne plus être un automate, finalement. Alors, à mon avis, on pourrait diviser dans le temps divers modes de décision selon, alors déjà, quand on prend conscience qu'on est un automate, un geste automatique, puis quelqu'un me stoppe, ne serait-ce qu'en me disant, as-tu remarqué que tu as un geste automatique là? Oh, je me raconte celui-là. Et quand quelqu'un en question me l'a dit 10 fois, quand j'ai le geste automatique, j'en prends conscience. Combien de gens à qui j'ai parlé, par exemple, d'être attentif à tel ou tel mot prononcé, me disaient au bout d'un moment, j'entends les autres qui prononcent ce mot-là, ça me choque. Ah, maintenant je m'entends, j'entends mon cerveau, mon cortex cognitif qui prend ce mot-là, ça me choque. Pareil pour des mouvements, pareil pour des postures, etc. On a des tas de mécanismes. Et évidemment, oui, c'est une liberté de pouvoir en prendre conscience et encore plus une liberté de pouvoir se dire, je décide de changer le programme. Youpi. Je ne savais écrire que de la main gauche, maintenant je vais savoir écrire aussi de la main droite. Youpi. C'est mon cas, ça a pris du temps, c'est magnifique. Et ça peut être notre cas à tous. Pareil pour tenir un couteau, une fourchette, que sais-je. On va avoir le réflexe automatique de prendre le téléphone de telle main. Ben non, si j'essaie avec l'autre main, c'est stopper le geste qui va partir, se dire maintenant je décide une variante, oui, et là j'ai une liberté. Mais au bout d'un moment,
c'est ce que tu soulignais Aurélie avant. Au bout d'un moment, je m'aperçois que oui, il va y avoir tout le temps, quand il y a cette malade qui est prête à agir, celle-ci qui est prête à la remplacer. Donc au bout d'un moment, c'est une liberté qui n'est plus tout à fait une liberté. Donc c'est à ce moment-là que ça devient plus complexe de dire, est-ce que je peux avoir un raffinement dans ma liberté, si je veux dire. C'est pour ça que je disais à l'instant, oui, quand on a une formation de nouvelles habitudes, dont une habitude consistant à se déshabituer, quelle histoire! Et c'est pour ça qu'il faut considérer qu'il y a le neuroconnecticien qui commence, puis le neuroconnecticien qui a beaucoup avancé, et pour qui le stade 2 devient peu à peu le stade 3, avant de se dire, eh, si j'explorais le stade 4, ou on sait à découvrir qu'il existe même un stade 5 de veille. Mhm. Alors, d'autres réactions, Stéphane, Aurélie à nouveau, Amaury, parce que ça, Oui, oui, peut-être que en tout cas, moi, la piste que j'explore par rapport à cette question d'habitude, mettons, corporelle qui se joue en moi, c'est la finesse ou la granularité de l'observation dans le temps. C'est-à-dire qu'à la limite, on peut euh, dilater le temps de plus en plus pour, par exemple, décider de quelle main va saisir la fourchette. Euh, et donc ça, presque à l'infini. C'est-à-dire que on va décomposer on va stopper de plus en plus souvent. Et finalement, on va s'apercevoir que la saisie de la tasse, c'est un mouvement qui n'est pas rectiligne, qui va à droite, à gauche. Et donc, quelque part, on affine la conscience de soi dans le temps parce que on est capable de ralentir le lien entre le souhait d'agir et toute la mécanique qui permet d'agir avec toute son épaisseur, je ne sais pas comment le dire, hein, toute son épaisseur existentielle euh, et biologique. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mhm. Oui, on t'entend bien. et qu'entendement, épaisseur existentielle et biologique, oui. Bah, surtout de prendre conscience, comme tu dis, dans ce temps, dans ce ralentissement, que l'on va avoir un moment où ce qui était finalement bah, une habitude. Oui, quelqu'un me parle, je lui réponds, quelqu'un me tend la main, je lui tends, quelqu'un me dit est-ce que tu te prépares pour la prochaine réunion? Bah, je note. Mais tout ça, ce sont des automatismes. Et au bout d'un moment, même si j'arrive à prêter attention à moi et à stopper le moi, il va y avoir, comme tu viens de le dire, une finesse de couches de plus en plus ténues dans la façon de stopper. C'est-à-dire, c'est plus seulement je stoppe le geste, ou je stoppe la parole, ou je stoppe la pensée qui se passe en moi, ou je stoppe l'émotion qui réagit dans ma machinerie. C'est peu à peu, je vais stopper le début de geste, le mot qui précède le mot, le prémot, la construction de mots, la motivation qui va enclencher la colère quand il y a une émotion qui est là et qui va peut-être me permettre de stopper complètement la colère ou de la modifier, d'avoir un peu moins de colère, mais quand même, pour que ça puisse permettre d'avancer dans un groupe, par exemple, une équipe, ou bien je suis devant quelqu'un, par exemple, je pourrais sur la colère comme exemple, bah, il faut parfois être très en colère pour que des gens réagissent, sinon, ils ne comprennent rien. Donc oui, tout à fait, il y a toutes ces finesses, et ces finesses par rapport au groupe, par rapport au temps, par rapport au ralentissement du temps dans la prise de conscience de nous-mêmes, stoppant un processus et décidant, parce qu'il reste toujours dans le double schéma que j'évoquais un peu avant, c'est-à-dire il y a à la fois une décision sur le moment, mais en même temps une décision plus vaste. Quand j'ai pris la décision de grandir dans ma vie, on peut avoir des moments de grave maladie, des moments d'accident, on passe tous par là, mais la décision continue. Moi-même, par exemple,
été atteint, bon, vous le savez, pendant 1 an et demi d'une maladie très grave. Je me suis auto-observé d'ailleurs 2 fois dans des moments de groupe de neuroconnectique. Ah, Serge, je t'invite peut-être à appuyer sur ton stop sonore. Ah, mince. Et donc, eh bien, 2 fois, je me suis entendu en train de parler et d'évoquer, ah, il peut y avoir aussi cette maladie. Je dis, oh là, j'en parle, mais c'est pas grave, j'en parle pas plus. Pour dire que oui, quand on a des problèmes à soi, ça devient énorme. Et donc, ça va bloquer nos capacités à affiner nos stoppages. Et par contre, si jamais on oublie, on commence à se dire, oui, mais moi, et tout le monde a des problèmes. On grandit, parce que là, on s'est placé sur une direction, pardon, là, plus intéressant, une décision allant vers justement une direction plus vaste. Donc, la petite décision de maintenant, ben, justement, elle va pouvoir être plus dans la même voie parce que on a conscience du très grand pour se ramener au petit. Oui, oui, alors il y a aussi un exercice qui est intéressant, c'est de s'entraîner à ne pas décider. C'est pour moi qui ai un certain nombre d'automatismes qui sont liés à mon éducation, le fait de stopper cette espèce d'intention, c'est pas une intention, c'est un mouvement automatique qui prend une forme, par exemple une forme d'être poli, une forme de dire tel mot, une forme d'attitude, c'est de s'entraîner à ne pas la jouer, c'est-à-dire à la retenir et à la décaler dans le temps. Alors, ce qui permet quelque part, de se donner les moyens de se libérer de mémoire, de programmes, d'attitudes qui ne sont pas forcément adéquates dans un contexte particulier. Alors oui, d'ailleurs, je le propose, hein, je l'ai noté comme brouillon, comme possibilité, pour le prochain livre collaboratif, ce qui me paraîtrait intéressant, ce serait de travailler justement sur nos neuroprogrammations. Et donc, je vous l'avais envoyé, mais c'est vraiment important de se rendre compte à quel point, en effet, il y a des programmes et des sous-programmes dans nous qui réagissent tout seuls et de pouvoir les stopper décisionnellement. Ce qui revient à ce que j'avais évoqué dans ma petite communication tout à l'heure, c'est que on parle du mot décision comme s'il y avait une seule forme de décision, mais non, il y a beaucoup de décisions qui sont des décisions automatiques, ce que j'ai dit, mais que je redis, et de temps en temps, il y a des décisions plus conscientes. Mais il faut avoir, ce que tu viens de dire, Stéphane, est très important. Il faut pouvoir avoir pris conscience des décisions automatiques, pouvoir les stopper, pour en arriver aux décisions moins automatiques, plus conscientes. Jusqu'au moment où on arrive à des décisions parfois très conscientes, tellement conscientes qu'elles sont en dehors du processus de vie ordinaire. Alors, je vous évoquais un petit peu le stade 5 de veille. J'ai travaillé aussi pour le prochain livre, donc on va lire, j'espère, dans moins d'1 an maintenant, quand on va le publier, euh, cette notion extrêmement importante de mode de fonctionnement qui, en général, est calculateur. Ça calcule en nous que ceci, que cela. C'est Amaury, oui, tu parlais de programmation neurolinguistique, on est devant des mécanismes calculateurs. Mais nous, neurocognition, on peut aller plus loin, plus haut, plus profond en même temps. C'est d'atteindre à des modes de fonctionnement contemplateurs, c'est-à-dire c'est plus je calcule que oui, je sélectionne ceci et cela je ne le retiens pas, donc je décide que, bon, prise de décision tout à fait basique. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que par moment, on va avoir des processus dans la vie, des interactions, on va dire, des micro-événements ou même au-delà de micro-événements, des événements tout court, une guerre, une épidémie, que sais-je, une guerre économique, une guerre civile, bon, tout est possible, mais même à notre petite échelle modeste, des micro-événements de type je tombe gravement malade, ou bien j'ai quelqu'un autour de moi qui a un grave accident, ou bien quelqu'un devient bizarre, ou bien. On a tous des tas d'événements à notre petite échelle, des micro-événements. Et là, on peut avoir justement la capacité à nous dire, il y a 2 schémas de fonctionnement possibles dans notre cerveau.
soit un mode calculateur, le mode monsieur tout le monde, madame tout le monde, au stade 1 de veille, au stade 2 aussi, puisque c'est un stade passif, qui observe, mais c'est tout de l'intérieur qui observe. Mais à partir du stade 3, du stade 4 et plus encore du stade 5, on peut s'apercevoir que on est comme en relation, comme si on est des antennes, avec notre environnement. On a tous constaté ces phénomènes très étranges. On se dit, ah, il faudrait que j'aille à tel endroit, il faudrait que je réfléchisse à tel projet. Puis au moment où on commence à aller vers tel endroit, on marche vers tel endroit et quelqu'un arrive et parle de tel endroit. Ou bien carrément, on est dans la situation de... on parle de quelque ceci, cela, et dans la phrase, il y a un mot qui se glisse et ce mot correspond exactement à quelqu'un qui arrive et nous dit ah, j'ai eu tel problème là. C'est exactement le même mot. Et ces interactions, on peut se dire, elles arrivent de façon chaotique, de façon, comment dit-on, coïncidente. C'est une incidence avec une coïncidence. Mais quand on passe dans des modes de fonctionnement de plus en plus attentifs à nous et à notre environnement, il y a de plus en plus de ces coïncidences. Donc, je serais vraiment rattaché à ce tout. Et quand on commence à fonctionner de cette façon-là, à être attentif à ce tout, bien, on se rend compte de phénomènes très étranges qui nous permettent donc de n'être plus juste à fonctionner en mode calculateur, mais à aborder le mode contemplateur. Et le mode contemplateur, c'est par exemple, on va se dire justement dans ma vie, il n'y a que ça et ça comme mécanisme, ça revient en boucle, on ne se rend pas compte d'ailleurs. On croit qu'on est en train de se libérer, ça a été dit, mais en réalité, on se libère des prisons dont on a conscience, dont on a pris conscience. Mais il y a d'autres prisons dont on n'a pas conscience. Et là, ce qui devient intéressant, c'est que d'autres gens peuvent nous libérer, nous réveiller, nous stopper, et parfois des gens qu'on ne connaît pas, des événements qui nous amènent ici ou là, ah, on se réveille. Donc c'est ça, à mon avis, qu'il faut aussi considérer comme un moteur décisionnel plus vaste. Stéphane en grande méditation, Serge en prise de parole. Non, j'étais en train de me dire que c'était très, très, très juste. Ça permet d'insérer donc ce stoppage dans nos comportements, dans les divers lieux, dans les divers rôles, plus ou moins difficiles à stopper en nous. Et donc ce processus, bon, c'est comme le travail sur les mots passe-partout, les mots. Donc c'est un travail au long cours, hein. Et donc c'est vrai que ce système que j'aborde actuellement, système calculateur contre versus contemplateur, que je travaille actuellement, ouvre d'autres perspectives sur cette liberté à retrouver. Finalement se laisser porter par ce qui est, mais être attentif à ce qui est, et à ce moment-là, ne pas refuser ce qu'on refuserait habituellement. J'ai entendu une petite histoire à ce sujet, et je vais me permettre de vous la raconter. J'ai entendu ça, c'était sur internet, quelqu'un parlait, donc un ami l'appelle, et lui, il veut pas du tout répondre à cet ami. Et il se dit: «Ah, pourquoi il m'appelle? Oh là là, j'ai» et cet ami lui propose de déjeuner. Ah, il dit: «Ah, j'ai vraiment pas envie de déjeuner avec lui». Là, il y a un processus calculateur, il se dit: «Ah non». Mais non, au lieu d'être dans ce processus calculateur, il a un processus contemplateur, et finalement, il va déjeuner avec cet ami avec lequel il n'avait pas du tout envie de déjeuner, et cet ami va lui présenter sa femme. Voilà, donc pas la femme de l'ami, mais la femme de celui voilà, il va lui présenter sa future femme, oui, et donc s'il n'y avait pas été à ce moment-là, s'il avait refusé l'invitation, il n'aurait pas rencontré, enfin, on peut penser que par ce biais-là, il n'aurait pas rencontré sa femme. Peut-être Oui, par c'est un ça. autre biais, il l'aurait Parce qu'en rencontrée. fait, sa femme se serait
peut-être présenté sous une autre forme Exactement, plus tard. Donc, voilà, exactement. je ne Mais, sais mais, pas. mais là, ce qui était intéressant, c'est qu'il a cassé son processus calculateur. Oui, oui, tout à C'est fait, ça qui est intéressant dans cette petite histoire. tout à fait. Pas être trop prisonnier de décisions automatiques, C'est ça. justement. C'est la question d'Aurélie, c'était aussi le rebond d'Amaury, mais c'est vrai que c'est très important parce que il y a un moment où on commence à prendre conscience que en nous, ça se stoppe à tel moment, dans telle situation. Donc on se dit là, c'est bien, c'est superbe, en effet, tu évoquais la liberté, c'est quand même un peu de liberté, youpi, mais c'est toujours le même genre de liberté, toujours dans les mêmes conditions. Et il y a un moment donné, on se dit, bah, je vais passer une étape au-dessus, je vais déconditionner cette liberté pour être encore plus libre. Et là, c'est paradoxal, mais c'est justement, j'abandonne mon moi-je qui croit tout savoir, et je m'ouvre à des situations, comme tu viens de le dire, quelqu'un qui m'appelle, et je me dis j'ai envie de dire non, ben non. Je vais décider de m'ouvrir, d'explorer. Et parfois, c'est en effet fabuleux. Et même si, comme tu disais, Stéphane, la compagne serait peut-être apparue à un autre moment, ou une autre femme merveilleuse pour lui, une autre âme sœur parallèle, complémentaire, serait peut-être apparue quelques années plus tard. Mais pourquoi perdre quelques années pour retrouver la même personne ou trouver une autre interlocutrice interactive, merveilleuse, mais en perdant du temps? Parce que la vie, elle est quand même courte, du moins la vie telle que nous l'avons là, donc nous sommes dans les corps de grands singes, dans la chimie du carbone et des bases azotées. Maurice, je t'observe depuis quelques minutes déjà, comme ça. Est-ce qu'il y aurait un souci dans nos conversations? Est-ce qu'il y a une Non, grande pas du tout. question en toi? C'est la fameuse limite amorienne à 20h30 en général. J'ai une interruption de fatigue et donc je dois dévier mon regard pour par ça c'est pour reconcentrer mon écoute. Je dévie les yeux de mon écran et donc c'est juste voilà. Je me suis auto-observé d'ailleurs en train de remuer, de gesticuler un peu plus parce que je suis un peu plus fatigué. Voilà, c'est tout. Alors peut-être que ce serait un appel à clore ce moment, à moins que d'autres aient envie de lancer encore quelques rebonds. Ouais, un grand silence là. Amaury en demi-sourire, Aurélie aussi d'ailleurs en quart de sourire. Bon, Serge, Stéphane plus sérieux, Danfield jovial. Bon, bon bah alors je vais te laisser Ok, clore je la clôt. partie enregistrée.